Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Au nom de Virginie, je me permets d'adresser nos remerciements aux organisateurs du colloque et un grand merci pour leur accueil chaleureux à Perpignan, qui va nous permettre, donc aujourd'hui, cette participation va nous permettre de communiquer sur un de nos objets d'étude qui est le photojournalisme et en particulier la couverture photojournalistique d'un événement qui a attiré notre attention, à savoir ce qu'on a appelé la semaine sanglante à Séville, en particulier donc, en juillet 1931. C'est un travail à quatre mains, mais on a fait le choix de présenter en deux temps pour éviter de multiplier les tours de parole, que ce soit peut-être plus fluide et compréhensible aussi. Donc je présenterai le contexte, le cadrage avec les supports, et Virginie se chargera de proposer tous les éléments d'analyse et d'interprétation qu'on a pu obtenir à la fin de cette étude. Voilà. Donc sans plus tarder, je commence la présentation en insistant peut-être sur le cadrage récent, une actualité récente, puisque il y a peu de temps, c'était l'année du 90e anniversaire de la fin de la guerre d'Espagne, et c'est un anniversaire qui a été l'occasion de s'interroger sur le rôle des images dans les représentations sociales, la perception d'événements marquants, communément admis. Je cite Paul Almasy dans un article intitulé « La photographie et les notions abstraites » qui a écrit « L'image photographique ne peut représenter que des choses concrètes, visuellement perceptibles, mais sa lecture d'interprétation conduit presque toujours l'esprit du lecteur vers des notions abstraites. » Fin de citation. Et cette citation a retenu notre attention car c'est d'autant plus important quand on sait, pour le contexte espagnol, que simultanément à la proclamation de la République en avril 1931, s'est développée une culture d'opposition à ce nouveau régime, et le photojournalisme a joué un rôle fondamental dans la construction de ces imaginaires politiques. Un ouvrage récent de l'historien José María García Márquez éclaire un épisode important, donc la semaine sanglante, et c'est un ouvrage qui a retenu notre attention parce qu'il ouvre de nouvelles perspectives pour les études sur cette période en termes de conflits sociaux et politiques. Il argue dans son ouvrage que le rôle joué par la presse n'était autre que de justifier auprès du public les opérations de répression qui étaient menées à l'époque. Aussi, nous faisons le choix d'examiner aujourd'hui cette hypothèse à travers l'étude de photographie de presse qui suggèrent et construisent une violence supposée de la révolte en question à travers une tension entre visible et non visible, l'observable et le hors-champ, le visuel, mais aussi le textuel. Les regards photographiques portés sur cet événement façonnent un véritable imaginaire de la contestation basé sur le registre de la suggestion et des émotions, plutôt que sur celui de la preuve et de la démonstration. Les questions donc de la désinformation et de la perception de la réalité sont au cœur de notre étude, en lien avec la question de l'événement et sa perception. On s'est posé la question, a-t-il été davantage construit plutôt que reflété par l'image de presse? Et notre recherche a établi que l'étude de diverses revues graphiques de l'époque reflèterait certaines tensions entre l'instance d'énonciation qui est représentée par les photoreporters et l'instance réceptrice, le public lecteur. Lutter contre la désinformation, ça a été évoqué ce matin en introduction du colloque, est un des objectifs aussi d'une loi importante en Espagne, à savoir la loi de mémoire historique, la loi démocratique depuis le 14 juillet 2022, qui a dans un des objectifs effectivement de rompre avec le silence qui a été fait sur toute cette période, mais aussi sur des origines peut-être plus lointaines de ce qu'on a appelé une république rouge et violente. C'est donc un travail d'archéologie à la fois photographique et éditorial qui présidera notre étude. Après une brève présentation des revues graphiques, notre plan de travail s'intéressera donc aux modalités de représentation de la contestation lors de cette semaine sanglante, puis nous quantifierons et qualifierons les éléments qui visent à criminaliser la République, pour finir par l'analyse des choix éditoriaux et le rôle de la presse dans la perception de cet événement. Donc pour situer un peu cette semaine sanglante,
mi-juin 1931, soit quelques semaines après la proclamation de la République en Espagne, commence à courir la rumeur d'un complot révolutionnaire ourdi par des militaires et des membres du Parti républicain révolutionnaire. Et parmi eux se trouve le régionaliste Blas Infante et le commandant pro-républicain Ramón Franco, qui n'est autre que le frère du futur dictateur, qui était devenu déjà à l'époque un héros national après sa traversée de l'Atlantique en 1926. Selon le ministère de l'Intérieur de l'époque, Miguel Maulin, ce complot visait à soulever les ouvriers pour proclamer une révolution sociale et un État libre en Andalousie. Le général Sanjurjo est donc dépêché en urgence dans la capitale andalouse pour tenter de rétablir l'ordre public à l'approche des élections législatives le 28 juin 1931. Mais le climat est très tendu et la presse fait état de multiples et violents affrontements entre syndicalistes et forces de l'ordre des suites d'une grève générale en juillet 1931. Cependant, l'historien José María García Márquez, dans son ouvrage, soutient que ces incidents ont été provoqués et il remet en cause la véracité des événements. C'est donc cette couverture médiatique qui va nous occuper ici. Les tenants et les aboutissants de cette crise politico-médiatique cristallisent en vérité trois projets sociopolitiques qui coexistaient à l'époque: réformisme démocratique, réaction autoritaire ou totalitaire et révolution sociale. De fait, la prise en compte d'un climat social et économique tendu lors de la proclamation de la République est capitale pour comprendre la montée des mouvements de contestation des années 1930. L'historien espagnol Eduardo González Calleja, professeur à l'université Carlos III de Madrid, rappelle en ce sens, je le cite, « Les secteurs socio et politiques les plus conservateurs ont considéré l'émergence de la République avec une hostilité mal dissimulée et l'ont condamné très tôt avec le terme péjoratif à leurs yeux de révolution. La question donc de la légitimité de la République avait été mise à rude épreuve dès ses débuts, et il précise un peu plus loin: une partie non négligeable de la classe ouvrière a ignoré ou remis en question cette légalité, considérant les mesures réformistes comme un simple soutien à l'ordre socio-économique capitaliste. » Fin de citation. À l'époque, il faut le savoir, près d'un tiers de la population était analphabète, et le rôle du photojournalisme a donc été crucial en offrant une certaine visibilisation des mouvements contestataires, l'interprétation de l'image ne relevant pas des mêmes compétences et sanctions que celle des médias. Juan Miguel Sánchez Vicril, professeur à l'Université Complutense de Madrid, qui est spécialiste du photojournalisme sur la période, a écrit à ce sujet que la presse graphique a été, je cite, le support à partir duquel diffuser les idées de changement. On voit à quel point c'est important. Nous avons donc rassemblé un corpus composé de plusieurs numéros de revues graphiques qui représentent les événements de Séville en juillet 1931. Elles appartiennent à ce que Roman Gubern a appelé reportage moderne, et elles couvrent donc la dictature de Primo de Rivera et la Deuxième République. Il s'agit de ces revues que vous voyez à l'écran. Je reviens aussi sur le fait qu'à l'époque, les avancées techniques, et notamment l'apparition des appareils photo Leica et Contax, avaient eu des répercussions aussi directement pour ces revues graphiques, puisqu'ils étaient très maniables et ils permettaient aux photoreporters davantage de mobilité et de dynamisme. Donc il n'est pas surprenant finalement qu'on ait eu diverses tendances et l'apparition, la multiplication de ce genre de revues. À noter malgré tout que malgré cet élan de liberté, de pensée et d'opinion promu par la Seconde République, de nombreuses revues avaient été contraintes de suspendre leur activité, puisqu'il y avait des mesures de contrôle du contenu de presse qui étaient consignées dès le mois d'octobre 1931 dans la loi de défense de la République. À l'époque, à savoir aussi, ce n'était pas le photographe qui s'est sélectionné parmi ces photographies, c'était bien l'instance de presse qui parfois passait des commandes, et les agences de presse opéraient donc des choix, et ces choix sont pour nous un matériau essentiel pour l'histoire dans notre recherche de traces potentielles de la manipulation qui a présidé la mise en image de cette semaine sanglante. Donc, on fait le choix de confronter ces revues. Cela nous permet par ailleurs de suivre la gestion quotidienne aussi de ces événements qui ne se présentent pas comme tels, mais qui sont construits aussi par l'action des entreprises photojournalistiques. Depuis la réalisation du cliché,
par le photographe jusqu'à la mise en place d'un véritable récit médiatique. La relation donc, entre photojournalisme et actualité sociale et politique est par ailleurs d'autant plus intéressante à étudier que les événements survenus à l'époque ont même présidé l'évolution de divers formats de revues graphiques, comme par exemple le Crónica, qui a offert dans ses numéros des notas gráficas del momento. Crónica est édité d'ailleurs à Madrid, dirigé par Antonio González Linares, et Estampa avait à l'époque considérablement modernisé le journalisme graphique espagnol de l'époque, et Nuevo Mundo, quant à lui, proposait une information à caractère essentiellement politique d'après les travaux de Sánchez Vieri. Un des rares numéros de notre corpus dont la une porte sur la politique est Nuevo Mundo, avec un cliché qui immortalisait le triomphe électoral de Lelux lors des élections de juin 31. Cette dernière est particulièrement édifiante vis-à-vis de l'étroite relation entre journalisme et politique parce que Lelux, justement, ayant été directeur de journal, avait été directeur de journal avant d'être un politicien. Une autre une d'Estampa représente quant à elle une mobilisation des vestales de la República et les autres proposent plutôt des unes en lien avec la mode ou des actrices de cinéma. Alors, afin de considérer comment chaque revue a fixé l'événement, deux niveaux de lecture photographique seront ciblés, dénotatif objectif, en menant une description de contenu, et connotatif subjectif par l'interprétation grâce aux données liées au contexte socio-historique et culturel des éléments qui sont représentés. Nous présentons d'abord ici une analyse quantitative de la mise en forme de l'information portant sur l'événement. Ont été ciblés en particulier donc, le nombre de pages totales de chaque revue, celles qui sont consacrées aux événements de Séville, ainsi que les proportions de représentation de l'événement de Séville en regard avec l'ensemble du contenu. Et on a fait aussi le choix d'opérer en deux temps, à savoir donc le complot, qui est en train de, les oui-dire, de début juillet et fin juillet, où c'est vraiment la période de la grève et de la répression. On constate donc d'abord que la revue Mundo Gráfico, celle qui accorde le plus d'importance à l'actualité de Séville, elle y consacre même plus d'un dixième de son numéro du 29 juillet. C'est 40% de moins pour la revue Crónica, moitié moins pour Nuevo Mundo et même 5 fois moins pour Estampa. Donc on remarque que ces revues, très clairement, n'ont pas accordé la même importance à cette actualité sociale et politique. En moyenne, elles ont choisi un même nombre de photographies, 3 à 4, par page, pour évoquer ces faits, sauf le numéro de Crónica du 5 juillet qui n'utilise qu'une photographie quand Estampa fait le choix d'en utiliser 5. En considérant les reportages sur plusieurs jours, l'événement et sa perception sont saisis dans une certaine durée et permettent d'observer les réactions médiatiques sur le sujet. On remarque ainsi que les revues Mundo Gráfico, Nuevo Mundo et Crónica y consacrent davantage de contenu entre début et fin juillet, ce qui peut s'expliquer par la grève qui est survenue le 24 juillet. Force est de constater aussi que les faits se prêtent à un jeu d'enquête au moyen d'identification des acteurs du conflit, avec des portraits qui sont montés dans des bulles, vous voyez sur la partie oculaire Mundo Gráfico, et des formulations sous forme de questions, comme ici. Une action révolutionnaire a-t-elle été intentée à Séville? A-t-on tenté d'implanter une république soviétique? Avec, on peut le remarquer aussi, des formulations qui sont très similaires, les mêmes formes de l'impersonnel, l'emploi de mêmes verbes, essayer, et la même idée, comme je vous l'avais annoncé dans l'introduction, d'une Séville rouge. Je sais la parole. Alors, je vais prendre la suite pour m'intéresser donc à la construction médiatique de cet événement de la semaine sanglante. Vous l'avez compris, le contexte politique et social de l'été 1931 à Séville est extrêmement tendu entre complots militaires, réels ou supposés, et des appels toujours réels ou supposés à la grève générale révolutionnaire. Et de ce fait, le climat de violence transparaît clairement dans les pages des journaux, tant dans le texte que dans l'image. Alors nous avons fait le choix, donc, comme l'a dit Sabrina, de nous concentrer sur les publications de la fin du mois de juillet, au moment même de cette supposée grève révolutionnaire, dont nous n'avons pas les dates précises et vous allez très vite comprendre pourquoi. Construire l'événement, c'est d'abord le nommer l'événement. Les gros titres des articles de notre corpus utilisent un lexique résolument dramatique, avec entre autres un recours à des énoncés axiologiques. Les textes font état de pistoleros criminales, des criminels
auteur de faits dont la teneur n'est pas clairement précisée. Mais l'utilisation d'adjectifs tels que grave, événements graves, des événements tragiques, une situation dramatique, etc. Donc des adjectifs qui dramatisent ces faits dont la violence semble extrême. On parle aussi donc, de cette semaine sanglante, d'une situation, voilà, la thématique du sang et le lexique du sang revient de multiples reprises. Construire l'événement, a priori, c'est aussi le montrer. Les auteurs des photographies sont pour l'essentiel le sévillan Cecilio Sánchez del Pando, un des grands photographes de presse de l'époque, ainsi que les photographes Serrano et puis Ángel Gómez Beade, surnommé Geran, qui sont également installés à Séville. Une des caractéristiques de ce corpus est la réitération des mêmes photos d'une revue à l'autre. Une situation en réalité très fréquente dans la presse des années 1920-1930, puisque les photojournalistes n'étaient pas employés par les journaux, mais que ces journaux achetaient les clichés aux agences de presse sans aucun droit à l'exclusivité. Les photos renchérissent sur les éléments textuels, avec par exemple une représentation des victimes des désordres, et puis on note surtout l'omniprésence, donc dans plusieurs des photos qu'on vous propose ici, l'omniprésence des forces de l'ordre dans les visuels, avec des gardes civils prêts à tirer en pleine page, avec des soldats de l'infanterie menant des opérations de fouille des passants, des pièces d'artillerie installées dans les rues de Séville. On voit également par exemple des passants qui, selon leur habillement, doivent être des ouvriers sans doute, qui se prêtent aux fouilles de la police sans la moindre marque de résistance. Mais le plus étonnant reste donc l'absence de tout élément visuel explicite, de signes révolutionnaires ou simplement contestataires. Les leaders séditieux sont désignés, le docteur Vallina, d'idéologie libertaire, ou bien le communiste Manuel Adame. Ces leaders sont représentés à travers des portraits statiques, des médaillons, a priori presque inoffensifs, de toute évidence des photos, des clichés antérieurs aux événements. C'est un usage fréquent dans la presse graphique de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, pour représenter des suspects. La révolte elle-même reste invisible, toujours en hors-champ, toujours en hors-cadre. Le cadrage serré de la plupart des photos ne nous renseigne guère, en réalité, sur le contexte. L'armée est prête à tirer, mais sur qui? Pourquoi? La police, de même, assure le retour à l'ordre dans les rues. Mais quels troubles ont rendu sa présence nécessaire dans les rues de Séville? De fait, l'altération de la tranquillité quotidienne des rues, dénoncée par les articles, ne transparaît guère dans les photos, d'où la nécessité de légendes détaillées qui vont justifier les scènes représentées. C'est le cas, par exemple, dans une des revues, là, vous le voyez, je crois, avec des légendes très, très, très détaillées. On ne peut guère arguer d'impératifs techniques qui auraient empêché de photographier directement la contestation. À la même époque, les clichés de manifestation étaient très fréquents et les photographes auteurs des clichés habitaient à Séville même. Ils étaient vraiment sur place. C'est donc bien de la part des journaux une véritable stratégie de mise en scène éditoriale. Construire l'événement, enfin, c'est bien mettre en scène cet événement. Et on peut relever quelques constantes dans le discours visuel sur la semaine sanglante. Les photos publiées contribuent à une mise en spectacle de l'autorité, avec en toile de fond l'idée que les autorités et l'armée contrôlent la situation. On le voit par exemple dans l'image du tramway qui est conduit par des soldats ou dans les clichés représentant les militaires à cheval dominant la foule. Nous avons essentiellement des photos qui mettent en œuvre de véritables stratégies émotionnelles, mais en réalité avec un très faible contenu informationnel des images, comme des textes en réalité. En décalage donc avec la titraille sur la semaine sanglante et les événements dramatiques. Ça peut expliquer le poids important des photos, en comparaison avec la faible quantité de textes, d'articles. En réalité, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet événement. Ou au contraire, et peut-être de façon paradoxale, le choix de surinterpréter le contenu des clichés par des légendes que je qualifierais de bavardes, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure. La troisième constante de toute cette représentation photojournalistique de l'événement, c'est la dépolitisation, clairement, de cette semaine sanglante, malgré le discours répété sur alors en espagnol, el problema del campo andaluz, le problème agraire en Andalousie,
Donc ce discours répété dans certains journaux, la question du chômage et de la faim, qui étaient des éléments importants du contexte sociopolitique, ne sont pas évoqués. Ici, aucun lien n'est explicitement établi entre ces problèmes et la grève ou les manifestations supposées, à la seule exception d'un article dans Mundo Gráfico du 29 juillet 1931 qui mentionne la situation, je cite, d'angoisse économique des ouvriers sévillans face au coût de la vie, mais ceci tout en refusant la légitimité d'une révolution violente au nom d'une redistribution des richesses. On peut noter toutefois, dans certains journaux, une sorte de mise à distance ironique de l'événement par certains journalistes qui semblent conscients de la dimension spectaculaire de cet événement. Et on a en particulier dans cet extrait de Mundo Gráfico du 29 juillet, toujours, qui met en avant, avec cette photo puissante, cette image photogénique d'une maison en ruine, qui met en avant l'aspect de feuilleton de l'événement. Cette maison en ruine, en réalité, est une taverne où se réunissaient les groupes anarchistes de Séville, la Casa Cornelio. Et cette image devient un motif réitéré qui en vient à masquer l'événement, voire à le construire sur une absence. Donc, c'est un article intéressant qui commente la photo elle-même en se détachant d'une lecture purement référentielle de l'image, et qui dit, alors nous avons traduit, cette photographie de la maison sous le feu des canons, qui malgré son aspect catastrophique, semble rire à travers les bouches édentées ouvertes par les éclats d'obus, a été diffusée dans la presse espagnole et traversera les frontières. C'est un rire muet, à la fois dramatique et ironique, qui raconte la tragicomédie des efforts inutiles. Appliquer la loi martiale à une maison inhabitée est une démonstration puérile qui n'est même pas exemplaire comme spectacle. Fin de citation. Dans les pages des journaux, donc, on voit comment la photo a perdu sa valeur documentaire pour devenir en réalité un signe de désordre, le signe également d'une répression militaire dont on ne comprend pas bien quelle est la cible. Nous conclurons donc en mettant en avant que le discours visuel des publications étudiées met en évidence la volonté d'influencer l'opinion publique espagnole des années 30 par la dramatisation d'événements sociopolitiques, même des événements inaperçus, imperceptibles et peut-être même inexistants. La représentation photojournalistique de la semaine sanglante est plutôt une absence de représentation. Une image, au sens imaginaire, une image en creux de la violence révolutionnaire. En réalité, à ce qu'il semble, nous avons ici une des premières fake news de l'histoire. En ce sens, cette analyse donc, que nous proposons, bien que très partielle, rejoint les conclusions de l'historien mentionné au début de l'intervention, José María García Márquez, quant à une probable manipulation des faits de juillet 1931. Pour une analyse plus fine de la stratégie éditoriale, il serait intéressant en réalité d'avoir accès à l'ensemble des photos prises par les photojournalistes Sánchez Pando et Serrano. Nous avons réussi à voir que ces archives se trouvaient au sein des archives municipales de Séville. Donc, il nous reste à faire un séjour pour pouvoir poursuivre ce travail. Quoi qu'il en soit, ce discours photojournalistique sur la semaine sanglante s'inscrit dans un ensemble de représentations des troubles à l'ordre public qui agitent l'Espagne lors des premiers mois de la Seconde République. Un contexte qui va alimenter les positions contre-révolutionnaires et l'atmosphère de conspiration qui reposait sur 4 piliers: le secteur monarchique, les forces de répression, armée, garde civile et police, la justice et la presse. Une partie de la presse, du moins, celle qui est soumise à la censure du gouvernement républicain dès 1931. Et comme le signale l'historien espagnol Ángel Viñas, qui est reconnu pour ses travaux sur la guerre civile et le franquisme, je cite, pour certains secteurs ultra-conservateurs, la proclamation de la République était un prétexte suffisant pour fomenter un coup d'État, puisque les monarchistes assimilaient la République à la Révolution. Fin de citation. Et effectivement, cette construction d'une imagerie en creux de la violence révolutionnaire, associée à la peur, va nourrir les fantasmes d'une légende noire ou une légende rouge, au choix, autour de la jeune République espagnole, des fantasmes qui présideront évidemment le coup d'État du 18 juillet 1936 et la dictature de 40 ans qui s'en suivra. Nous vous remercions.